Aujourd'hui, on va voir quelques critères importants pour déterminer si un investissement vaut le coup en crypto et plus spécifiquement en DeFi. C'est hyper important à savoir puisque c'est aussi ce qui va déterminer l'appréciation du token et c'est ce que tu veux en tant que détenteur de ce token. Comme d'habitude, cette vidéo n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ce n'est pas tout ce que je regarde avant d'investir mais ça constitue une base solide. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à aller me suivre sur Twitter, c'est là-bas que je partage de temps en temps des bonnes opportunités dans la finance décentralisée et c'est bien plus facile pour interagir directement. Pour commencer, l'une des questions qui selon moi est primordiale à se poser, c'est est-ce que le projet est utile et apporte une plus-value au sein de l'écosystème. Avant de s'intéresser aux aspects financiers du projet, il faut déjà savoir si celui-ci est pertinent. Il faut se poser la question de est-ce que le projet m'apporte en tant qu'utilisateur une vraie plus-value. Je vous donne un exemple. Pour AAV, le protocole me sert à utiliser mes cryptos que j'ai déjà pour emprunter des stablecoins et potentiellement racheter d'autres cryptos. Pour les gros portefeuilles, le protocole apporte aussi une grosse plus-value puisque c'est l'un des protocoles avec le plus de TVL dans la finance décentralisée, donc de gros emprunts sont possibles sans problème, ce qui n'est pas le cas avec tous les protocoles qui des fois souffrent d'un manque de liquidité. C'est aussi un projet qui existe depuis longtemps, ce qui me prouve sa résilience au travers du temps. Autre exemple, Hyperliquid. Aujourd'hui, c'est un des protocoles qui est encore beaucoup utilisé alors que l'airdrop et la spéculation autour est passé, tout simplement parce que leur plateforme est idéale et permet de faire des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Une deuxième remarque hyper pertinente à se poser, c'est est-ce que le business model du projet est viable? Malheureusement, c'est un aspect qui est bien trop souvent négligé tout simplement parce que la majorité des gens ne comprennent pas ce que signifie détenir un token dans un protocole DeFi. Un protocole de finance décentralisée passe par plusieurs stades de maturité durant son existence. Au début, il va certainement proposer des incentives sur son projet pour attirer des utilisateurs, car le rendement sera plus intéressant, donc les gens se ramèneront plus facilement. Ça a par exemple été le cas de Morpho, qui le fait encore un peu d'ailleurs. Mais cette phase ne doit être que temporaire. Sinon, aucun intérêt à détenir le token puisque tout le monde peut en avoir sans en acheter et le dump après. Exemple très simple, Aérodrome. C'est certes un super projet, je ne remets pas du tout ça en question, par contre ils impriment beaucoup. Et c'est normal puisque c'est leur business model, ça fonctionne comme ça. C'est quelque chose qui se constate très bien si on compare la courbe de prix du token avec celle de la market cap. Vous voyez qu'ici je suis affiché en prix de token, et quand on va cliquer sur capitalisation boursière sur CoinGecko, la courbe va sembler étrangement différente. Vous voyez qu'ici, la courbe est bien plus basse alors qu'elle était au même stade ici. C'est tout simplement parce que le token a été très inflationniste et par conséquent sa valeur se dilue. C'est d'ailleurs exactement ce que j'avais exprimé dans ma vidéo d'analyse du projet. Simplement détenir le token sans le stacker et profiter de son utilité est très risqué puisque très inflationniste. Quand le projet commence à devenir mature et à générer du revenu, en prenant des frais sur les services qu'il propose par exemple, on peut citer encore une fois AAV sur les emprunts ou le mint de leur stablecoin le Go, il atteint un nouveau stade de son histoire. Il est important qu'un projet crypto puisse subvenir à ses dépenses sans émettre de nouveaux tokens. Dans le cas d'AAV, les dépenses annuelles s'élèvent à 55,8 millions de dollars. Il est primordial que le protocole génère plus que cette somme-là à l'année pour couvrir ses dépenses. Sinon, impossible de tenir sur le long terme en gardant le même business model. Ici, aucun problème, puisque si on clique sur l'onglet revenus, on voit qu'à l'année, le protocole génère plus de 100 millions de dollars, ce qui équivaut pratiquement au double de ce qu'il dépense. Si on regarde du côté du protocole Uniswap, on voit qu'ils perdent de l'argent tous les mois, puisqu'aucun revenu ne va aux détenteurs des tokens, mais simplement à Uniswap Labs. Après, Uniswap est un cas un peu particulier, puisque leur avantage c'était que la majorité de la liquidité était chez eux, parce que leur produit était super et avait un grand historique, mais c'est en train de basculer petit à petit, et de toute façon le projet a beau être super, il n'y a aucun intérêt à détenir le token puisqu'Uniswap ne génère pas de revenus. Les seuls frais qu'il génère sont sur le front-end, et encore tous les revenus vont à Uniswap Labs. C'est notamment pour ça que je trouve compliqué d'investir dans des tokens de blockchain par exemple. Je dis pas du tout que c'est mauvais, mais les repères pour analyser ces cryptos sont bien plus compliqués, puisqu'on ne va pas vraiment chercher le business model, là où c'est ce qu'on fait avec les protocoles. Je trouve ça personnellement bien plus difficile d'évaluer Arbitrum, Solana, Optimism ou encore Ethereum, et je crois que le marché est en train de se dire la même chose quand on voit la courbe du prix de l'Ether. Un troisième point super important, c'est est-ce que les revenus générés par le protocole sont reversés au token holder d'une manière ou d'une autre. Puisque c'est bien de générer des revenus, mais au bout d'un moment, si ça ne me revient pas autant que détenteur de jetons, alors je vois pas tellement l'intérêt de détenir ce jeton, sauf si c'est pour profiter de la hype. Mais dans ce cas, on se base pas sur un critère fondamental de long terme. Il y a plusieurs façons pour un protocole de redistribuer des revenus au token holder. Ça peut être sous forme de rachat sur le marché secondaire grâce aux revenus générés, ça peut être du burn de la supply pour augmenter la rareté du token, ou simplement de la distribution de ce qui a été généré aux gens qui stackent le token par exemple. C'est vraiment l'étape finale de maturité d'un projet et rares sont ceux qui en sont à ce stade. AAV s'en approche de plus en plus, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, même si ça va être mis en place d'ici les prochaines semaines. En tout cas, avant d'investir, je me pose toujours la question de savoir si le projet va dans cette direction ou non.
Si ce n'est pas le cas, j'avoue avoir du mal à investir. Pour te donner une idée de quelques projets qui m'intéressent et qui cochent plus ou moins ces critères, on a d'abord Hyperliquid, qui rachète du hype avec les frais générés, même si attention car une grosse partie de la supply n'est pas émise, vous avez à l'écran l'adresse du fonds d'assistance qui rachète du hype, et comme on peut le voir, ça en rachète fort. Fluid aussi m'intéresse, même si pour l'instant ils ne redistribuent pas, mais c'est lié au fait qu'ils en sont dans leur phase de croissance. C'est par contre prévu qu'ils le fassent assez rapidement, quand le protocole atteindra 10 millions de revenus annualisés. Mais ce que je trouve hyper intéressant sur Fluid, c'est leurs perspectives de croissance, qui sont gigantesques. Pendle distribue aussi les frais qu'il génère, sauf qu'ici, il faut lock ses tokens. J'avoue être un peu moins fan de cette solution, même si les perspectives de croissance sont très bonnes avec Pendle, Zenith et Boros qui arrivent, et avec une team qui délivre comme rarement dans l'écosystème. J'avoue que devoir immobiliser ces tokens pendant un certain temps, et en plus Pendle a tendance à bien souffrir quand le marché redescend, puisque là où le yield est le plus intéressant c'est en bull market, et vu que Pendle repose sur le yield, bah c'est assez facile de faire le lien du coup. Pour te parler d'autres choses que j'aime regarder, pour moi il est important de regarder le ratio offre en circulation sur offre totale. C'est ce qui va déterminer ce qu'il reste à diluer de la supply du token, et comme on sait maintenant, si un projet est fortement valorisé alors qu'une grosse partie de la supply reste à émettre, sur le long terme le prix dégringole. Les exemples sont nombreux, l'un des plus flagrants est Starknet, où encore une fois le prix est complètement décorrélé de la market cap. Ici tu peux voir que je suis affiché en tant que prix, et si je passe en capitalisation boursière, ça n'a rien à voir, alors que pourtant il reste plus de 7 milliards de tokens à émettre. Autre critère, est-ce que la gouvernance ou l'équipe qui gère le projet est capable de s'adapter à la demande, et de proposer régulièrement des innovations et des mises à jour. Dans le cas de Pendle, il n'y a certes pas de gouvernance, mais la team fait un travail de dingue. Chez Uniswap, certes les équipes d'Uniswap Labs sont compétentes, en revanche la DAO n'est qu'un écran de fumée, comme trop de projets en crypto malheureusement. Et la communauté n'a aucune influence sur les décisions, il suffit de voir comment Uniswap Labs se sont ramenés avec leur idée d'Unichain sans prévenir personne, et qui ont posté ça du jour au lendemain sur le forum, et personne n'a rien dit puisque personne ne peut rien dire. C'est aussi dans les forums de gouvernance qu'on va trouver si le projet a de bonnes perspectives de croissance ou pas. Pour Fluid, on sait qu'énormément de choses arrivent. Un bridge, la version 2 du DEX, etc. Et on sait aussi qu'à partir de 10 millions de revenus par an, ils vont commencer à racheter du token avec les revenus générés, donc ici les détenteurs du token en profiteront. Sinon, je trouve ça intéressant aussi de regarder si le projet a ou non plus d'un cycle d'expérience. Ça témoigne souvent de sa résilience et de sa capacité à s'adapter au fil du temps, puisque pour rester assez capitalisé d'un cycle à l'autre, il faut vraiment parvenir à innover, sinon on se fait rapidement dépasser, surtout dans un écosystème qui avance aussi vite. J'en ai déjà parlé, mais c'est évidemment en lien avec la team ou les délégués de la DAO, puisque c'est eux qui vont arriver ou non à fournir le travail nécessaire à la bonne gestion du projet, et il faut voir s'ils ne sont pas juste là pour récupérer des grants, comme certains délégués sur Arbitrum par exemple. Pour mettre en avant un petit peu tout ça, Bitcoin.io a fait un tweet plutôt très intéressant, avec notamment une tier list des projets classés selon ces critères, qui ne sont pas nombreux mais qui sont, je trouve, super efficaces, à savoir la circulating supply du projet, est-ce que les détenteurs du jeton sont prioritaires ou pas, est-ce que le business model est résilient en bear market, et est-ce que la team est capable d'exécuter et de se mettre à jour. Et comme vous pouvez le voir, c'est très visuel, et on a un paquet de protocoles DeFi qui sont répertoriés ici. Par exemple, Fluid, pour l'instant, effectivement, les token holders ne sont pas prioritaires. Même si ça arrivera, ce n'est pas le cas pour le moment. Pour AAV, il coche les 3 critères. On a les détenteurs du token qui passent en priorité, le business model est résilient en bear market puisqu'on a un historique depuis plusieurs années, et on sait très bien que les délégués qui gèrent la DAO d'AAV sont super efficaces. Si on regarde Morpho par exemple, effectivement les détenteurs du token ne sont pas du tout prioritaires, et la circulating supply est très faible par rapport à la total supply. Et personnellement, c'est un critère qui me refroidit. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le tweet dans la description. Et dans quelques jours, il va aussi faire des posts pour expliquer pourquoi il a noté ça comme ça, et pour donner son avis sur tel ou tel projet. Ici, ce ne sont que quelques critères que je regarde avant de prendre une décision d'investissement. Ce ne sont pas les seuls, mais ça constitue déjà une base solide. Encore une fois, ce sont des critères que j'aime regarder parce qu'ils correspondent à mon profil d'investisseur, ce qui n'est peut-être pas ton cas. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'essayer de trouver soi-même ses propres critères. En tout cas, si tu as quoi que ce soit à dire, n'hésite pas à le faire en commentaire, je serai ravi d'avoir ton avis et de pouvoir en discuter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me fait super plaisir et tu pourras recevoir les notifications des vidéos. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.